Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition présidentielle 2018. Rassure à fond derrière Khalifa Sall à 48 heures du verdict du procès du maire de Dakar. Youssou Mbow et ses camarades disent croire en la justice sénégalaise pour la libération de leur mentor. Retrait des enfants de la rue, la deuxième phase est entrée en vigueur. Des Sénégalais appellent au suivi de la mesure pour plus de réussite par rapport à la première phase. Vers une paralysie du secteur de l'hydraulique, les travailleurs menacent d'aller en grève pour exiger de meilleures conditions de travail. Ils disqualifient le ministre Mansour Faye pour sa gestion du ministère. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Rassure porte son choix sur Khalifa Sall à 48 heures du verdict. Youssou Mbow et ses camarades sont confiants. Un rassemblement pour la solidarité et l'unité dont la République croit en la justice sénégalaise. Ces pro-Khalifa Sall sont confiants et ils en ont profité pour dénoncer le système de parrainage. Fatiguant, Youssou Diatta pour plus de détails. Rassure, un mouvement politique qui a choisi Khalifa Sall, Youssouf Mbow et ses camarades sont unanimes. Leur candidat à la prochaine présidentielle, Khalifa Sall. Khalifa Sall est notre plan A. Khalifa Sall est notre plan B. Khalifa Sall est notre plan C. Nous n'envisageons pas, nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas imaginé un autre candidat que Khalifa Ababacar Sall. C'est le seul que nous avons choisi, c'est le seul que nous suivrons, c'est son programme que nous allons évidemment vendre aux Sénégalais et c'est dans ce programme-là que nous allons essayer de prendre en charge les préoccupations du peuple sénégalais. Khalifa Sall ne sera pas condamné si le droit est dit. Et nous pensons que ce pays-là, il y a des magistrats dignes qui n'accepteront pas que la loi soit courbée. Ce mouvement politique citoyen propose une nouvelle façon de faire de la politique au Sénégal. Nous voulons faire de la politique comme on en fait dans ce pays, mais aussi faire de la politique comme on n'en a jamais fait dans ce pays. La politique, c'est une occasion de mobilisation des masses. Mais nous voulons également en faire une occasion non seulement de mobilisation des masses, mais de mobilisation des masses au service d'actions citoyennes. L'actualité politique revue, le parrainage dénoncé. Le parrainage, de mon point de vue, il est anticonstitutionnel. La Constitution du Sénégal confère des droits et des responsabilités aux partis politiques et aux coalitions de partis politiques. Et je rappelle que le parrainage tel qu'il a été peut-être présenté par certains lors de la présidentielle de 2012, où on a eu à invalider des candidatures, entre autres, de certains candidats à l'élection présidentielle de 2012. Ces candidats étaient tous des candidats indépendants. Que ce soit M. Youssou Ndour, M. Keba Kind, c'est tous des candidats indépendants. Un parti politique légalement constitué et reconnu par la Constitution du Sénégal, on ne peut pas lui imposer d'aller chercher les signatures. Le Rassemblement pour la solidarité et l'unité dans la République se dit prêt à accompagner le maire de Dakar en prison depuis plus d'1 an. Réchauffement du front social au Sénégal. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne multiplie les initiatives à travers des rencontres hebdomadaires pour le suivi régulier des acquis. Une démarche qu'apprécient certaines forces syndicales qui demandent le respect des accords, l'alignement des indemnités de logement. Et le système d'avancement reste une préoccupation pour ces syndicats. Les détails dans ce sujet signé Ibou Diouf et Diafaraba. Aux yeux des organisations syndicales, l'État semble avoir pris une sérieuse option pour mieux prendre en compte les revendications sociales. Le gouvernement du Sénégal s'engage pour le suivi régulier des acquis. Son implication prouve une volonté de résoudre la crise, mais également, tout récemment, son implication avec le secteur de l'éducation règle un problème que je considère essentiel. C'est le problème du suivi.
Parce que de toute façon, je crois qu'à la lecture, les syndicats ne font pas de nouvelles revendications. Ce sont des protocoles qui ont été signés et dont la matérialisation tardait un peu. Donc je crois que quand on se retrouve avec un dépassement des délais, il est tout à fait normal que le gouvernement s'explique par rapport à ses engagements. Les forces syndicales restent de vrais partenaires pour la recherche de solutions, des acteurs qui maîtrisent les différents dossiers. Le gouvernement parle à des intellectuels, à des enseignants. Moi je parle vraiment de la crise au niveau de l'école, de l'éducation. Nous, le gouvernement parle à des enseignants, c'est-à-dire des professionnels qui ont la capacité d'analyser. Et cette capacité d'analyse leur permet de savoir ce qui est possible, ce qui peut être fait et ce qui peut être projeté. Il faut qu'on considère qu'aujourd'hui la plupart de nos difficultés résultent du secteur, dans le secteur public, la plupart des difficultés résident dans le système de rémunération, d'indemnisation des agents de la fonction publique. L'État et les organisations syndicales des acteurs, tous concernés par le réchauffement du climat social. Les organisations syndicales ne sont pas aussi des va-t-en-guerre. Les organisations syndicales sont bien capables de détecter les volontés, de détecter aussi l'engagement du gouvernement à résoudre les problèmes. Les syndicats, je sais qu'ils ne sont pas des jusqu'au boutistes, ils ne sont pas des extrémistes. Ils savent ce qui est possible et ce qu'il faut faire. Donc je crois qu'ils savent qu'ils ont avancé d'un pas, que le gouvernement fasse les deux pas encore et qu'ils vont se retrouver. Les forces syndicales apprécient cette annonce de rencontre hebdomadaire pour le suivi régulier concernant les différents acquis. Toutefois, les actes d'avancement et la question des indemnités préoccupent nos syndicats. Et puis vers une paralysie du secteur de l'hydraulique, les travailleurs menacent d'aller en grève pour exiger de meilleures conditions de travail. Ils disqualifient Mansour Faye pour sa gestion du ministère et interpellent directement le chef de l'État, Yeli Koulibaly, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'hydraulique, et avec Mohamed Diop est à l'Assemblée. Un plan d'action. Mais entre-temps, on va écouter les conseils du ministre, des conseils du Khalif. Nous sommes en train d'attendre. Ouais. Vos attentes exactement? Bon, comme nous avons déjà déposé un plan d'action, on va continuer le combat, on gère l'eau. L'État est en train de privatiser les forages sans le consentement des travailleurs. Nous sommes au courant de rien. Mais il faut qu'on se dise la vérité. M. Mansour Faye ne peut pas gérer l'hydraulique. Vous avez vu, avec un budget de presque 100 et quelques milliards, sur le budget 2018, les travailleurs ont 957 548 680 francs. Ils n'ont même pas de bulletin de salaire, même pas d'indemnité de déplacement, d'habillement, de primes de risque, d'heures supplémentaires. Ils n'ont rien. Il y a des bénévoles qui attendent. Ils ont appris leur métier dans les ateliers. Ils sont tous mariés actuellement. Mais ils vont où? C'est eux qui gèrent le travail. 8 lettres sont adressées à M. Mansour Faye. Il n'a pas répondu. Mais on ne peut pas comprendre. Manque d'infrastructures de base à Daroutchoub, c'est dans la commune de Diakhaï et Darokarim à Rufisque-Est. Les populations rues dans les brancards et indexent les maires de ne pas prendre en compte leurs préoccupations liées à l'eau, l'électricité, entre autres. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambasamba. Niché au nord de la commune de Diakhaï, Daroutchoub manque de tout. Face à la presse, les populations listent les difficultés auxquelles elles sont confrontées. La population de Daroutchoub souffre énormément. Et ça, le président de la République doit en être informé. La souffrance de Daroutchoub, la première souffrance de Daroutchoub, c'est d'abord le maire. Un maire incompétent. Daroutchoub n'a pas de collège. Et pourtant, on pouvait avoir des collèges ici à Daroutchoub. Plus de 365 élèves quittent ici à Daroutchoub pour se rendre à Niakourab dans des abris provisoires. Ils s'entassent là-bas, ça ce n'est pas normal. Et c'est de la faute de qui? D'un maire qui promet et qui ne respecte pas sa promesse. Donc de ces adjoints aussi qui sont là, tapis dans l'ombre ici dans Daroutchoub et qui souvent prennent des enveloppes pour des enveloppes. Nous sacrifient. On ne peut pas accepter cela. Même complainte à Darokarim Guymourit Rufisque. Là-bas, les habitants ne disposent ni d'eau ni d'électricité. Dans le 21e siècle à Dakar, si on dit Macky Sall, dans un quartier de Dakar à Rufisque, il n'y a pas d'eau et d'électricité. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le maire Albendoy, incompétent, très incompétent même.
qui tient les gens en otage. Le quartier, c'est l'extension de Gouy Mourit. Le maire Albert est venu, soi-disant aider les gens. Les pauvres gens qui ont cotisé leurs 25 000 francs avec une dame de la Sénélec. Ça fait 6 ans, les gens n'ont pas d'électricité. La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a donné 5 poteaux, 6 poteaux, et puis on court derrière. Depuis lors, on n'a pas d'électricité. Ces populations indexent les maires qui, à leur avis, ne se soucient guère de leurs préoccupations. Ainsi, elles interpellent l'État afin de trouver des solutions face à leur long calvaire. Et puis Tivaouane Peulh, toujours sous la hantise des maisons démolies au mois d'avril dernier, dénonce une incursion des services de l'urbanisme et du cadastre de Pikine dans leur localité. De l'avis du maire, des services accompagnés par les éléments de la division de surveillance et de contrôle des sols veulent faire main basse sur leurs terres, ce qu'ils ne vont pas accepter. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications du maire de Tivaouane Peulh, Niag, au micro de Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. À notre grand regret, nous le constatons une fois de plus, nous avons eu dans le passé à faire la délimitation avec l'Agence nationale d'aménagement du territoire, en présence du gouverneur, du préfet de département et d'autres services techniques de l'État. Nous avons donc tracé les limites et nous pensions que l'autre partie, en l'occurrence le département de Pikine, ayant eu connaissance donc de ces limites, devrait respecter les procédures. Et j'accepte en tant que maire que la DESCOS puisse organiser cette mission. Dans ma collectivité, on n'a aucun problème sur ça. Cela consiste à vérifier les autorisations de construire, de lotir, l'occupation du sol. Mais si la DESCOS devrait venir pour couvrir une implantation des services techniques du cadastre de Pikine dans le département de Rufisque, là nous disons non. Et puis nous allons dans le sud du pays avec les opérateurs privés stockeurs de la Casamance naturelle qui réclament 4,2 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Ils ont donné un ultimatum d'une semaine pour porter l'affaire devant la justice. Les propos de leur porte-parole sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Vraiment, les opérateurs sont fatigués. Ils sont fatigués en ce sens qu'ils ont délivré des arachides et ils n'ont pas été payés. Donc au moment où je vous parle, on est à 35 860 714 tonnes. Mais une partie seulement a été payée. Tout le reste là n'a pas été payé. 4 milliards 200, ce qu'il doit aux opérateurs. Oui. Tous ces opérateurs-là ont fui leur village pour venir s'installer ici parce que tout simplement ils sont acculés par les paysans. Donc nous demandons à ce que les autorités nous apportent vraiment des solutions adéquates à ce problème. Parce que sinon vraiment ça crée des problèmes. S'ils n'ont pas réagi jusqu'à la semaine prochaine, on va réagir autrement, c'est d'aller porter plainte et réclamer nos droits. Puis je vous l'annonçais dans les titres, retrait des enfants de la rue, la deuxième phase entre en vigueur. Le manque d'efficacité dans le suivi de la mesure il y a 2 ans est déploré. De fortes mesures justement sont demandées aux autorités pour y veiller. Un reportage signé Mambiram Diouf et Abdoulaye Diallo. Bientôt 2 ans que la décision du président Macky Sall de procéder au retrait des enfants de la rue, les enfants talibés notamment, le suivi de la mesure qui remonte à juin 2016 reste peu efficace selon ce monsieur. Il y a toujours des enfants dans les rues malgré la mesure qui a été prise. Certaines personnes qui prétendent être des maîtres coraniques n'hésitent pas à demander aux enfants d'aller manier alors que ce n'est pas normal parce qu'il y a beaucoup de risques. D'autres enfants également, du fait de la négligence de leurs parents, ne font que traîner dans les rues. Ils sont partout, dans les bus. Ce n'est pas normal. Vraiment, on a constaté que y a pratiquement les talibés sont pratiquement... Les enfants de la rue ont diminué dans les carrefours et les feux. Je me rappelle, j'ai une fois en allant au boulot, un des enfants avait heurté mon véhicule, je l'ai amené au dispensaire, vers Guéguéwaï. Je l'ai amené au dispensaire, on a constaté que ce n'était pas un talibé. C'était une famille qui, le matin, quand on se lève, ils amènent leurs enfants pour manger. Plus de 1500 enfants ont été retirés de la rue, déclaré le ministre en charge de la protection de l'enfance, annonçant dans la foulée que la deuxième phase va démarrer ce mercredi. Une politique efficace doit se faire, selon ces derniers.
Une politique efficace doit être menée, ajoute-t-il. On doit renforcer la sécurité. Le président Macky Sall doit vraiment prendre à bras le corps ce problème. La surveillance doit être renforcée et c'est notre rôle, nous parents. Une meilleure coordination dans l'opération de retrait des enfants de la rue et plus de moyens conséquents devront permettre de changer la donne, conclut-il. Mambiram Diouf, et puis notez que 1097 nouveaux soldats du contingent 2018 ont officiellement intégré les rangs de l'armée sénégalaise après une formation initiale de 4 mois au 12e bataillon d'instruction de Bango. Le drapeau leur a été présenté, c'était au cours d'une cérémonie riche en couleurs au camp des Momargari de Dakar Bango. Le commandant Mohamedou Abdoulaye Silla en parle au micro de Seynou Diop et Habib Sek. D'abord, c'était pour sceller le pacte qui va les lier à la nation sénégalaise par leur engagement à servir la nation sous les drapeaux. Mais également, c'est un moment fort dans la mesure où c'est la cérémonie qui marque leur acceptation, leur entrée dans la communauté militaire. C'était au nombre de 1097 au total, dont 49 filles. Formation, je pourrais résumer ça en 2 aspects. Le premier, c'est en termes de savoir-être. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez bien écouté dans mon discours, je leur ai demandé d'être le porte-étendard de leur génération et de la jeunesse sénégalaise en général. C'est parce que le militaire, c'est d'abord un savoir-être, un ensemble d'attitudes enviables qui font que le soldat reste une référence pour le reste de la société. Nous parlons tout à fait autre chose à la veille du vendredi saint. La préparation du gala au centre de toutes les attentions. L'humile, le pain singe ne sont pas très abordables sur le marché, même si d'autres soutiennent le contraire. Le constat dans ce reportage signé Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. Nous sommes au marché Castor, à 2 jours du vendredi saint, un jour consacré également à la préparation du gala. Ce commerçant ne se frotte pas encore les mains. Il évoque la cherté de certains produits. Je ne sais pas vraiment la cause. Parce que vous voyez, à l'occasion de cette fête, on ne voit pas encore des clients. Mais il faut dire que les prix ont connu une hausse. Le mil et le sucre sont un peu rares. Serine John est commerçant, la trentaine. En rajoute ceci sur les raisons. Comme vous le voyez, le mil devrait être beaucoup moins cher. Parce que l'année passée, on le vendait à 250 francs le kilogramme, mais cette année, on en est à 350 francs. Vous savez, les supermarchés nous fatiguent un peu. Ils sont nos concurrents directs. Ils empêchent souvent nos clients d'accéder au marché. Contrairement aux autres commerçants, ce vendeur de pâtes d'arachide et de pain de sèche déclare que les prix sont abordables. Avec le pain de change, je peux dire que le prix est stable, mais il y a 2 sortes. Le pain de singe venant du Mali coûte 600 francs et celui de la Casamance 700 francs. Aujourd'hui, moi j'ai vendu 30 kg de pain de change et 5 kg de pâtes d'arachide. Je m'en sors vraiment. Ces vendeurs rencontrés au marché Castor invitent l'État à revoir les prix de certains denrées alimentaires car ces prix sont élevés, ajoute-t-il. Nous parlons à présent du bilan des 6 ans de Macky Sall à la tête du pays. Le volet économique aujourd'hui au centre de nos attentions en termes de croissance. Le Sénégal a connu un bond allant jusqu'à 7%, mais certains économistes justifient que ces chiffres n'ont pas beaucoup d'effet d'entraînement sur l'économie. Le panier de la ménagère subit toujours les prix du marché. En dossier signé Fatou Bintou Conté et Younous Diatta. Après 6 ans passés à la tête du pays, la situation économique sous l'ère Macky Sall en termes de croissance économique a connu un bond qualitatif 7%. Mais pour l'économiste Mounir Ndiaye, le gouvernement fait dans la manipulation statistique. Il faut remonter un peu en arrière pour suivre un peu le PSE.
Dans le cadre du PSE, ce qui a été dit dans le document, c'est que le Sénégal attendait une croissance moyenne de 7,1% dans le cadre du plan d'action prioritaire 2014-2018. Nous sommes aujourd'hui avec 4,2% en 2014, 5 et quelques pourcents en 2015, 6 et quelques pourcents en 2016 et encore 7% annoncés en 2017. Nous sommes dans les 17-18% de croissance pour ces 4 années-là, alors qu'il était attendu 7% en moyenne en 4 ans, ce qui fait 28%. Donc il y a un gap de 10% déjà sur les objectifs du PSE. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui explique que le gouvernement peut-être, je ne sais pas si c'est de la manipulation statistique ou pas, mais c'est ce qui explique aujourd'hui que le gouvernement veuille tout simplement coûte montrer aux populations que le taux de croissance a été de 7%. Selon lui, Macky Sall et son gouvernement se focalisent trop sur des chiffres élevés alors que la priorité est ailleurs. Pendant toutes ces années, ces 6 années passées, le gouvernement s'est focalisé à vouloir gagner des points dans des classements. Ils ne sont pas des classements sérieux tels que le Doing Business. Ça ne doit pas être notre préoccupation, le Doing Business, les classements du PNUD, parce que le FMI a déclaré que le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres. Le gouvernement a voulu faire des efforts pour montrer qu'on a gagné des places, même pour le Doing Business. Moi, je dis que le Doing Business, si vous n'êtes pas dans les 50 premiers, ce n'est pas bien. Vous êtes 100e ou 150e, ça revient au même. Il faut que le gouvernement du Sénégal se focalise sur l'essentiel. Les Sénégalais, à l'en croire, ne se retrouvent pas dans ces 7% dont parle le gouvernement. Leur vécu quotidien laisse à désirer. La croissance, elle est un peu constatée sur les chiffres, mais au niveau concret de la vie des gens, je pense qu'il y a des problèmes. Il faudra que le gouvernement s'occupe de cela. Mais tout ceci n'est pas le problème. Moi, le problème que je soulève, c'est que cette croissance-là, comment elle est vécue par le Sénégalais? Cette croissance-là, quelle incidence elle a sur la pension du retraité? Quelle incidence cette croissance a sur la bourse de l'étudiant, qui est restée à 18 000 francs pour la demi-bourse et 36 000 francs pour la bourse entière? Comment cette croissance-là a eu des incidences sur la fourchette de subvention, qui fait que donc certains prix pourraient baisser? D'ailleurs, M. Babou, cet autre économiste, estime que l'État du Sénégal devait sécuriser le panier de la ménagère par l'autosuffisance, car rien ne l'y empêche. La bonne politique serait de nous mettre, à défaut d'une autosuffisance, de nous mettre dans une sécurité. C'est-à-dire qu'au moins que le Sénégal puisse produire l'essentiel de ce qu'on mange. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dépendants de ces facteurs externes qui peuvent, demain après-demain, voilà, revenir perturber les importations. Et ce faisant, il y aura effectivement une perturbation aussi du marché. À ce rythme effréné d'endettement, révèle Mounir Ndiaye, le pays risque aussi de s'engouffrer. Un endettement pas toujours justifié. Le gouvernement a comme argument que le critère de convergence de l'UEMOA n'est pas encore enfreint. C'est-à-dire que l'UEMOA dit que la dette ne doit pas dépasser 70% du PIB. C'est vrai qu'au Sénégal, nous sommes à 63% du PIB, 64%. Mais quand même, il faut regarder d'où on est parti. À 17% en 2006, nous sommes passés à plus de 60% en 2017. Ce qui fait que donc, d'ici quelques années, nous allons enfreindre le critère de convergence de l'UEMOA. Et ça va causer problème. D'ailleurs, aujourd'hui, regardez bien, qu'est-ce que nous payons comme service de la dette? Plus de 72 milliards par mois. Nous avons payé 830 milliards de dettes en 2017. Ce service de la dette-là, quand même, étrangle nos possibilités de finances publiques. Depuis son accession à la magistrature suprême, 6 ans après, la situation économique du pays reste mitigée. Des chiffres élevés, sans grands effets d'entraînement sur l'économie. Et puis l'homme d'affaires Serigne Mboup et compagnie, préoccupés par le retard du développement économique de Kaolack, ils se sont engagés à lancer un mouvement dénommé Kaolack Ma Fierté. Le premier combat à mener reste l'insalubrité. Serigne Mboup, que je propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diamé. Et ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement citoyen dans l'objectif de rassembler toutes les Kaolackois pour développer leur économie. Donc, nous y réfléchissons et actuellement, nous avons lancé les adhérents pour que la population adhère. Et donc, on a vu que la population est adhérée. Maintenant, ce n'est pas un engagement d'ensemble, c'est un engagement individuel. Et pour d'abord dire à Kaolackois, pour le développement de Kaolack, cela dépendra de vous. Comme ce que les Américains ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre Kaolack? Avant de demander à l'autorité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Voilà, c'est ça le but du mouvement, c'est d'abord sensibiliser la population
de prendre en charge leur développement économique et d'exposer leur fierté et de connaître leur histoire, que le mouvement doit s'orienter. Mais le plus important qu'on a vu, nous devons nous battre avec les autorités locaux pour enlever que Kaolack est sale. Parce que c'est dommage d'appartenir, d'être fier dans une région et si vous tapez sur Internet qu'on vous dit que Kaolack est sale. Et puis la journée mondiale du théâtre célébrée hier, le Sénégal se souvient d'Hamidou Dia, philosophe de formation, écrivain, critique d'art, l'homme de lettres a marqué son époque. Des témoignages sont unanimes, son legs immortel à Fatiga. Une belle occasion pour rendre hommage à un homme qui a marqué son époque. En cette journée mondiale du théâtre, les hommes de lettres se rappellent Hamidou Dia. Hamidou est une icône dans le paysage culturel du Sénégal. Il s'y ajoute que dans le domaine que nous exerçons, que nous fêtons aujourd'hui, dans le domaine particulièrement du théâtre, Hamidou Dia était quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le théâtre. Il a beaucoup écrit, il a fait beaucoup de critiques sur les différentes pièces, aussi bien les pièces européennes qu'africaines. Non seulement un professeur émérite, mais c'était un créateur. Le professeur Hamidou Dia, critique littéraire, homme de culture, se considérait comme un Africain. Hamidou était profondément africain. C'est pour cela d'ailleurs le président avait fait de lui pratiquement le coordonnateur d'un projet extrêmement important, le club du Mandé. Parce qu'effectivement, Hamidou avait fait beaucoup de recherches sur la charte du Mandé et c'était un Africain convaincu. Donc ses analyses ont souvent franchi les frontières. L'homme à l'œuvre immortelle, un brillant intellectuel qui a collaboré avec beaucoup de pays tels que la Palestine et le Cameroun. Le président pour dire que l'association des écrivains sénégalais et africains soutiennent le peuple camerounais dans ses croisades contre Boko Haram, le groupe terroriste. Que le Cameroun soit victorieux devant les difficultés qu'il connaît concernant les difficultés dans le sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun. Notre disparu aujourd'hui, il reflète réellement et sincèrement l'engagement de tout un peuple, la richesse de tout un peuple, les valeurs que porte ce peuple en termes et en sens de solidarité avec le peuple palestinien. Je rappelle très bien les mots sublimes qui étaient annoncés par le professeur Hamidou Dia lors de cette cérémonie d'attribution du premier prix africain Yasser Arafat pour la liberté et la paix. La cérémonie a été aussi marquée par cette belle pièce de théâtre, des sujets d'actualité sur scène. Football à présent, les Lions du Sénégal tenus en échec hier au Havre par la Bosnie. Match nul, 0 but partout. Aliou Cissé tire un bilan plutôt positif pour ces deux matchs. L'entraîneur pense qu'il a pu évaluer tous les joueurs convoqués. Le nouveau système de jeu qui, selon lui, n'est pas figé, reste à affiner. Aliou Cissé que nous écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Mor Kharma. Le bilan il est plutôt positif dans la mesure, la première chose qui est importante surtout, c'est qu'on n'a pas eu de blessés. J'ai pu vraiment faire jouer pratiquement tous les joueurs sur ces deux rencontres-là. On a pu changer aussi le système que je voulais mettre en place, en tout cas sur ces deux matchs. Je pense qu'il y a eu de très belles choses qui ont été faites sur ces deux matchs-là. Donc nous allons continuer à peaufiner, nous allons continuer à travailler. C'est vrai que c'est un nouveau système qu'on ne maîtrise pas bien, mais je pense que dans l'ensemble, les garçons ont répondu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un système non plus qui est figé. J'ai souvent joué en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Ça, on a les acquis. On sait comment ça marche, on a les joueurs pour jouer. Je pensais aussi qu'on avait des joueurs pour jouer dans ce système-là de 3-5-2. Donc c'est ce que j'ai voulu regarder. Voilà.
Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.